Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau bilan lecture dans lequel je vais vous parler des 5 dernières lectures que j'ai pu faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu les livres dont je vais vous parler, si vous les avez appréciés ou pas, ou alors s'ils font partie de votre wishlist. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji chat puisque mon chat vient d'essayer de grimper sur la table. Vous voyez la vidéo du chat qui saute et qui écarte grand les pattes et qui retombe directement par terre. En fait, de le faire. Donc mettez un emoji chat, ça ira très bien. Je vais essayer de me reconcentrer. Je tiens à vous remercier comme pour chaque vidéo pour toute votre participation, votre soutien et puis vos abonnements, votre présence, etc. Donc vraiment merci beaucoup. Ça me motive énormément comme je vous le dis à chaque fois. Donc merci beaucoup. Alors on va commencer avec la première lecture. Il s'agit d'une lecture que j'ai faite sur ma liseuse. Donc je n'ai pas le livre en ma possession. Il s'agit de Félicratie, écrit par H. Lenoir et publié aux éditions Sarbacane. La Terre a été envahie par des extraterrestres qui ont décimé toute la population humaine. Ils n'en ont gardé qu'un tout petit pourcentage pour en faire leurs animaux de compagnie. Donc on se retrouve avec des humains qui sont tenus en laisse, etc. Des humains qui portent des vêtements comme on peut mettre aux petits chiens finalement. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut tuer ces extraterrestres, et bien ce sont les chats, puisqu'ils sont allergiques aux poils de chat. Et donc on va suivre Yacine avec d'autres personnages qui sont donc des humains qui ont été domestiqués et qui vont tout faire pour essayer de se battre et de s'en sortir et d'anéantir ces extraterrestres. C'est un roman pour lequel j'ai mis 3,5 sur 5 parce que ça partait bien. J'ai passé quand même dans l'ensemble un vraiment bon moment de lecture, mais je m'attendais à plus que ça et ça m'a pas si transcendé que ça finalement. La plume je l'ai trouvée très agréable, mais ça m'a vite lassée finalement. Alors je sais pas trop comment vous l'expliquer. En tout cas c'est un roman post-apocalyptique, dystopique, complètement barré, complètement déjanté, avec beaucoup d'humour mais également aussi beaucoup de bon sens dans ce qui est écrit et beaucoup d'humanité aussi parce que les humains vont devoir faire preuve de solidarité, d'entraide, etc. Il y a énormément d'humour dans la façon dont parlent les personnages. En fait on suit plusieurs personnages sous forme de journal intime en fait, et il y a beaucoup d'humour, il y a des choses vraiment très drôles. Parfois c'est un peu trop, enfin c'est peut-être ça moi qui m'a un peu lassée, c'est que des fois il y avait trop d'humour. Ça se voulait humoristique mais ça l'était pas forcément à chaque fois. En tout cas ça n'a pas marché forcément tout le temps avec moi. Je n'ai pas du coup réussi à entrer complètement dans l'histoire. Alors ça m'a fait vraiment sourire parce que une grande partie du roman, une fois qu'ils sont sortis de Paris, eh bien se passe du côté de Vierzon et en Sologne, donc avec le Center Park, et c'est de là d'où je viens. Donc du coup ça m'a fait sourire j'imaginais bien forcément du coup ce qui se passait puisque je connais bien ces endroits là. Ça c'était vraiment chouette. J'ai pas pu vraiment entrer dans l'histoire, alors je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'était justement un peu du post-apocalyptique, j'en lis pas, j'en ai pas lu beaucoup, donc c'est peut-être ça, j'ai pas l'habitude, mais surtout du coup ça m'a empêché d'apprécier vraiment toutes les subtilités qu'il pouvait y avoir dans l'histoire, tous les traits d'humour. J'ai pas été finalement si réceptive que ça à la plume de l'auteur. C'est dommage. Par contre, ce que j'ai absolument adoré, c'est la place qu'ont les chats dans cette histoire. Donc vous le savez, j'aime les chats. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une idée hyper originale et il y avait beaucoup d'humour et je me suis vraiment bien éclatée avec eux quand on les voyait en action, etc. Ça me faisait beaucoup sourire, beaucoup rire. Il y a eu un moment très triste, mais sinon dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié ça. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe à la fin, mais je peux quand même vous dire que la fin c'est une fin quand même assez ouverte et moi ça me plaît pas. Et donc du coup j'ai été déçue parce que je préfère avoir une fin fermée où on me dit voilà il se passe ça, plutôt que de nous laisser une fin ouverte où chacun peut imaginer ce qu'il souhaite. Moi j'ai toujours un sentiment un peu d'inachevé. Je pense à La Passe Miroir notamment par exemple. Pour ce roman c'est la même chose, c'est une fin ouverte, ça l'a pas trop fait avec moi. J'aurais aimé que cette fin soit beaucoup plus claire, beaucoup plus franche et qu'on nous dise eh bien il se passe ci ou il se passe ça, enfin peu importe que ce soit une fin heureuse ou pas, mais en tout cas j'aurais aimé que ce soit plus tranché. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un passage dans le journal intime de Yacine, donc un des héros principaux, qui retranscrit la parole d'un autre personnage qui est avec eux. Et ce personnage est un petit peu froid, donne beaucoup d'ordres, etc. Et donc il leur dit « Mesdames, messieurs, en route, et tâchez de crever le plus tard possible. » Donc ça c'est ce que lui dit. Et Yacine rajoute « Sobre, droit au but, 18 sur 20. » Ça m'a fait rigoler.
Donc vous voyez un petit peu le genre de plume qu'il peut y avoir dans ce roman. Alors on change complètement de registre pour le roman suivant puisqu'il s'agit d'une suite de sagas et j'en suis au tome 6. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié ici chez PKJ. Donc ce tome 6 s'appelle Nocturna. Je ne vais pas trop vous parler de l'histoire. Par contre, je vais quand même vous rappeler, pour le tome 1, on suit Sophie qui est une jeune humaine qui, à la suite d'un accident, se retrouve à pouvoir entendre toutes les pensées des gens qui l'entourent. Elle est très en avance, donc elle a 11 ou 12 ans et elle se retrouve déjà en terminale. Et un jour, lors d'une visite d'un musée avec son lycée, eh bien elle rencontre Fitz qui lui apprend qu'en fait elle n'est pas humaine mais elle est une elfe. Et il l'emmène du coup avec lui dans le monde des elfes. Elle va découvrir sa nouvelle vie, elle va apprendre plein de nouvelles choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle culture. Il va y avoir également plein de dangers puisque Sophie est un personnage un peu plus important et elle se fait plein d'amis aussi. Bref, c'est vraiment une histoire formidable je trouve. Ce tome 6, eh bien je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout parce que on retrouve beaucoup un personnage qui était un peu moins présent dans le tome 5 et c'est un personnage que j'adore, c'est mon personnage préféré. Donc si vous suivez les vidéos, vous devez savoir de qui je parle. Il s'agit de Kif, que je trouve irrévérencieux, très drôle, mais en même temps très sympathique, très touchant. Dans ce roman, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on retrouve la famille humaine de Sophie, ses parents et sa sœur, sa petite sœur. Ils font partie de ce roman parce que il faut savoir que dans le tome 1, évidemment, elle ne peut pas garder sa famille humaine et donc pour que sa famille humaine ne soit pas en deuil ou ne fasse pas des recherches sans arrêt pendant des années pour essayer de la retrouver parce qu'elle a disparu, etc. Sophie a décidé de leur effacer la mémoire. Elle n'existe plus pour eux. Donc une fois que ça s'est fait, on n'en entend plus parler de cette famille humaine. Et là, on la retrouve et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant, très bien fait. Comme je vous ai dit, on y retrouve, pour mon plus grand bonheur, et son retour est fait avec grand panache, tout à fait à son image, le personnage de Kif, qui fait partie de la bande d'amis de Sophie, qui est tout aussi important que chacun d'entre eux. Et c'est ça que j'apprécie énormément à chaque fois dans ces tomes de Gardien des Cités Perdues. L'histoire est absolument fabuleuse. Je l'ai trouvée hyper prenante, hyper palpitante, hyper surprenante et surtout assez complexe. Il y a beaucoup de rebondissements qui parsèment ce roman mais aussi de révélations et notamment au début du roman il y en a une très grosse qui est faite qui m'a vraiment beaucoup surprise. Je me suis posé la question, est-ce que l'autrice quand elle a écrit le tome 5 notamment, est-ce qu'elle savait déjà qu'elle ferait cette révélation dans le 6? Je n'en suis pas sûre. Pour moi la plume de l'autrice est toujours un pur délice ainsi que son humour parce que quand il y a des dialogues entre les personnages, et là on voit un nouveau personnage qui arrive aussi, c'est absolument délicieux. Moi il y a plein de passages, de dialogues où j'étais morte de rire parce que de voir leur répartie, c'était très drôle. Chaque personnage, comme je vous le disais, dans la troupe est important et chacun joue un rôle bien particulier. Là dans celui-ci, il y a un personnage qu'on connaît mais qui n'a pas eu jusqu'à présent un rôle vraiment fondamental, et bien là ce personnage là. Et je trouve que ça aussi c'est vraiment super parce que bon, Sophie c'est le personnage principal, il y a un ou deux autres qui sont vraiment très importants et puis après on a les personnages de la bande qui sont un peu plus en retrait. Et bien elle arrive quand même malgré tout, l'autrice, à donner sa place et son importance à chacun d'entre eux et à faire que chacun soit vraiment le personnage le plus décisif dans une situation. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est très adroit. Et surtout, ça peut montrer aux jeunes qui lisent, aux enfants, aux ados qui lisent, que tout le monde peut avoir un rôle à jouer dans n'importe quelle situation et que il faut avoir confiance en soi et il faut avoir confiance aux autres aussi. Donc ça a été très bien fait, je trouve, ce message. Bref, vous aurez compris, j'ai absolument adoré cette histoire. 4,5 sur 5, ça n'est pas un coup de cœur, mais pas loin. J'ai hâte de lire la suite et de voir où elle va nous emmener. À chaque fois, c'est un pur régal de retourner dans cette histoire. En ce qui concerne la citation, j'ai failli oublier. Il s'agit donc d'un nouveau personnage qui s'appelle Ro, qui dit à Grady, donc le père adoptif de Sophie: dois-je en déduire que vous n'êtes pas partisan de la team Foster Kif? Admettez tout de même qu'ils sont assez mignons, surtout quand elle le regarde ainsi, comme si elle s'apprêtait à lui arracher les yeux. On change maintenant tout à fait de registre puisque nous passons à de la new romance. J'ai lu le tome 4 des McCoy, enfin, écrit par Alexiane Thiel et publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Ici, ce tome 4 s'intitule La Biche et le Limier. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais lu les 3 premiers tomes d'affilée. Je m'étais arrêtée là parce que j'avais commencé justement celui-ci, mais le fait de passer
dans la famille ennemie, en fait, au McCoy et au MacLeod, eh bien ça m'avait un peu freiné. Du coup, je l'ai pas lu tout de suite et mon amoureux l'a lu et il m'a dit qu'il fallait vraiment que je continue. Donc du coup, j'ai continué et c'est vrai que j'ai bien fait. Je lui ai mis 4 sur 5. Je vais vous rappeler quand même rapidement l'histoire en général. Donc les McCoy, c'est une histoire qui se passe en Écosse avec une histoire de guerre, de clans, les différents clans écossais. Il y a beaucoup de batailles dans ces histoires. Il y a beaucoup d'amour puisque c'est de la new romance, donc il y a aussi beaucoup de scènes explicites de sexe. Voilà, en gros, c'est une histoire quand même assez complexe. Moi, j'ai adoré les 3 premiers, surtout le 3e tome. Ça a été un très gros coup de cœur pour moi. Celui-ci, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Je l'ai beaucoup apprécié. On va suivre ici Annabelle Mackenzie qui donc vit dans son château familial complètement recluse. Elle n'a pas une vie facile. Et un jour, suite à quelque chose que les Mackenzie ont fait de très grave, ils ont même enfreint le code de paix qu'il y avait entre les clans, là vous savez, qui se passe à Édimbourg. À Édimbourg, c'est une ville qui est censée être neutre pour les clans et ils ne sont pas censés commettre d'actes répréhensibles, etc. D'actes de vengeance et compagnie. Sauf que les Mackenzie ont fait quelque chose d'extrêmement grave à Édimbourg, ils n'ont pas respecté le code. Et donc les MacLeod et les McCoy, qui sont donc alliés, ont décidé de se venger. Et pour se venger, ils ont décidé de kidnapper Annabelle, donc la fille Mackenzie. Pour cela, ils envoient le limier, c'est-à-dire Declan, pour la kidnapper et la ramener sur leur territoire. Cette histoire se passe pour une première partie du moins beaucoup dans la campagne, dans la forêt, dans la montagne écossaise, avec beaucoup de descriptions de paysages et qui sont très bien faites puisque je me revoyais cet été en Écosse et c'était tout à fait ça. Toutes les descriptions, c'était vraiment magnifique. La façon dont elle parle des paysages et on arrive très bien à se les imaginer, donc ça c'était très bien fait. Ce que j'apprécie beaucoup aussi dans cette saga, c'est qu'à chaque fois au début d'un tome, il y a un petit résumé pour nous rappeler ce qui se passe dans les tomes précédents. Et ça vraiment, c'est hyper important et c'est vraiment très bien. Et je comprends pas que tous les auteurs ne le fassent pas en fait. Donc vraiment ça, je remercie l'autrice parce que c'est un très bon point et ça nous aide beaucoup pour nous remettre en selle finalement. C'est donc très appréciable. Dès le début, on entre dans l'action avec un prologue absolument affreux, absolument horrible, qui est plein de violence, qui nous met directement dans l'histoire. Donc comme je vous le disais, le fait de se retrouver dans le clan ennemi, au début c'est assez déroutant et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas continué la première fois parce que j'étais trop attachée au McCoy et au MacLeod. Il m'a fallu un petit temps pour pouvoir m'en détacher un petit peu et je pense que ça m'a permis d'entrer ensuite dans cette deuxième relecture plus facilement dans l'histoire. Alors je vous dis deuxième relecture, j'avais dû lire les 2-3 premiers chapitres. Je trouve qu'Annabelle est un personnage extrêmement attachant, dont la vie, malgré ce que l'on pourrait penser, n'a pas été facile, loin de là. Elle a subi beaucoup de violences psychologiques et physiques de la part de sa mère, beaucoup de machisme, de sexisme de la part de son père notamment et de ses frères aussi. Bref, enfin voilà. C'est un peu la femme objet qui n'a absolument pas le droit de donner son opinion et qui n'a absolument rien à dire et qui ne décide d'absolument rien pour sa vie. Du coup, c'est une petite chose fragile qui se retrouve entre les mains de Declan, donc Declan, celui qui est venu la kidnapper, et on pourrait se dire au début qu'elle va se soumettre, etc. Et en fait, petit à petit, il va lui permettre de s'ouvrir parce qu'il n'est pas du tout comme les autres. Il va lui permettre de s'épanouir et je trouve que c'était vraiment très bien fait. La relation qu'Annabelle noue avec Declan, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Malgré le début absolument chaotique puisque évidemment quand il veut la kidnapper, elle ne se laisse pas faire. Voilà, elle essaye de fuir à plusieurs reprises. C'est cette relation qui naît petit à petit, tout doucement. Elle qui apprend à se faire confiance, qui apprend à faire confiance aux autres. Et puis d'un autre côté, Declan qui lui aussi a un passif assez horrible sentimentalement. Et bien du coup, ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et ça donne une histoire d'amour très jolie. Vers la fin, comme d'habitude, il y a une scène de bataille entre les clans absolument époustouflante et c'est hyper cinématographique, c'est-à-dire que vraiment la manière dont l'autrice écrit, on est dedans, on est plongé dedans, on n'est pas là en train de survoler, on est avec eux, on est sur le terrain et on se bat avec eux, enfin c'est absolument génial. Cette scène, elle démarre par des Highlanders qui arrivent avec des tambours et qui tapent tous ensemble comme l'armée et on a l'impression quand elle le décrit que on les entend.
et qui sont autour de nous et que ça augmente, l'intensité augmente au fur et à mesure, donc ça augmente la pression. Enfin, c'est vraiment super bien fait, c'est magistral je trouve et vraiment j'ai adoré ça. Bref, vous avez compris, j'ai hâte de lire la suite. Il en reste 2, le tome 5, le tome 6. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un personnage qui s'appelle Bran et qui parle à un MacDougall. Donc Bran, c'est un McCoy, je crois, qui parle à un MacDougall lors d'une réunion pour défendre une femme qui ne fait pas partie de son clan, une Mackenzie. Justement, mais pas elle, une autre. C'est un homme qui parle à un autre homme pour défendre une nana. Et c'est encore de la poussée, gros lard, et tu te retrouveras la tête dans le cul en te demandant où est la sortie. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire parce que là aussi, il y a quand même pas mal de réparties assez savoureuses, je trouve. Ensuite, je vais vous parler d'un roman dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé dans ma précédente vidéo, puisque je l'ai eu au mois d'octobre. Il fait partie de ma vidéo du book haul et je l'ai lu quasiment dans la foulée et donc je vous présente Mon ex et autres malédictions, écrit par Erin Sterling et publié chez Exergue. C'est ça, une maison d'édition que je ne connaissais pas. Je lui ai mis 5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais presque, il manquait un tout petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Dans cette histoire, on va suivre Vivienne, qui est une sorcière qui connaît ses talents de sorcière depuis peu, puisque sa maman, qui était elle-même sorcière, lui a caché toute sa vie qu'elle faisait partie du monde des sorcières. Sauf que sa maman est décédée et puis elle a trouvé refuge chez sa tante et sa cousine qui elles sont vraiment des sorcières expérimentées et c'est elles qui lui ont appris à faire de la magie, etc. etc. Bref, c'est pas ça trop le sujet de l'histoire, juste que ça nous permet de comprendre que Vivienne est une sorcière quand même assez inexpérimentée. Cette jeune sorcière, eh bien, un été a un coup de cœur pour un garçon, elle vit une petite amourette, sauf que, eh bien, il lui brise le cœur. Et pour un petit peu se réconforter, eh bien, elle va décider, après une soirée un petit peu arrosée à la vodka, de lancer un sort, une malédiction à son ex. Mais évidemment, elle se dit que, bon, de toute façon, elle n'est pas très forte en magie, donc elle se dit que ça ne marchera pas, que c'est que pour rire. Sauf que 9 ans plus tard, son ex revient dans sa ville et après moult péripéties qui lui arrivent, elle s'aperçoit que il est maudit. Donc avec sa cousine, avec donc Rhys, ce fameux garçon, et avec sa tante, ils vont essayer un petit peu de déjouer cette malédiction parce que non seulement il est maudit, mais en plus cette malédiction se répercute sur leur ville et il se passe des choses assez farfelues. Donc c'est une histoire que j'ai absolument adorée, très drôle, romantique, tendre, magique, sucré, parce qu'on y parle beaucoup de thé, de pâtisserie, etc. Donc ça donne l'eau à la bouche. C'est parfait pour le début de l'automne, pour la saison d'Halloween, parce que justement ça se passe pendant Halloween. Et c'était vraiment très réconfortant, tout doux, une lecture vraiment très douce, à lire avec un thé chaud, à lire avec un plaid, avec une bougie. C'est vraiment parfait pour faire cette lecture. Il y a dans cette histoire une romance qui est vraiment slow burn, mais très très slow burn, parce que les deux protagonistes, Rhys et Vivi, sont vraiment attirés l'un par l'autre. Ils sont même peut-être encore amoureux l'un de l'autre, on ne sait pas. Mais tous les deux, il y a 9 ans, ont souffert énormément et ne veulent pas revivre la même chose. Donc du coup, ça se fait leur rapprochement tout doucement. Elle a eu le cœur brisé par Rhys, mais en fait, Rhys a eu aussi le cœur brisé par Vivi. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Il leur arrive plein de déboires magiques qui sont tous assez rigolos et assez originaux et il faut qu'ils fassent alliance tous les deux. Donc Vivi qui est une sorcière en herbe et Rhys qui lui est plus expérimenté, mais le souci c'est que lui il est maudit. Donc quand il essaye de faire de la magie, et bien souvent ça tourne un peu à la catastrophe. Donc c'est très très rigolo. C'est très très rigolo, mais il n'empêche que ce qui leur arrive, on a l'impression que c'est insoluble. Ils n'arriveront pas à résoudre ces problèmes. La plume est fluide et vraiment bien écrite, je trouve, est très belle et ça sert vraiment totalement l'histoire parce que il y a beaucoup d'humour et aussi beaucoup de dialogues hyper percutants avec un langage assez fleuri. Ils se parlent pas que de roudoudou et de bisounours dans cette histoire. Donc il y a vraiment des paroles qui peuvent être assez incisives, mais c'est très très drôle. J'aimerais faire quand même une mention spéciale pour le chat de la cousine de Vivi, donc le chat de Gwyn qui s'appelle le Chevalier Noir, qui me fait absolument penser au chat que l'on a dans Ivy Wild, puisque c'est un chat qui arrive à dire quelques mots, et notamment Croquette. Je le trouve très très drôle, il y a des situations très cocasses avec ce chat dans cette histoire. Mais alors attention, il y a quand même certaines scènes explicites de sexe qui sont vraiment très détaillées, qui sont aussi ponctuées d'humour, de tendresse,
de réalisme. C'est pas une scène de sexe totalement débridée où on se dit que c'est pas possible que ça arrive, que c'est trop dans le trash ou ce genre de choses. Non, au contraire, c'est très réaliste et il y a tellement de tendresse dans cette scène qu'on la lit très facilement, qu'on n'est pas gêné. C'était très bien dosé, je trouve. C'est tout à fait naturel en fait, la manière dont est écrite cette scène explicite et ça montre vraiment tout l'amour qu'ils se portent l'un pour l'autre. Il y a un deuxième tome qui a été écrit, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand il sera publié, puisque je crois qu'il a été publié en anglais il n'y a pas si longtemps que ça, donc le temps qu'il soit traduit, ça sera pas tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de retrouver Vivi, de retrouver Rhys, de retrouver Gwyn, de retrouver la tante, je ne sais plus comment elle s'appelle, et de retrouver aussi le chevalier noir. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Gwyn qui dit à Vivi, on fait très heavy metal comme ça ferait encore plus heavy metal si j'étais pas en pyjama citrouille, mais bon, c'est la vie. Un petit extrait de phrase qui m'a beaucoup fait rire. Et pour terminer, je vais vous parler d'un conte interdit que j'ai lu pour Halloween également. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, ça n'est pas pour les enfants. C'est à partir de 18 ans et même les adultes, faites attention. Si vous êtes sensible, s'il y a des choses qui vous gênent, ça ne le fera pas forcément avec vous. Il faut faire très attention parce que là, dans l'horreur, je crois qu'on fait difficilement pire et surtout on fait difficilement plus explicite. Voilà. Et donc, le conte interdit dont je veux vous parler, il s'agit de Réponse. Je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo puisque je l'ai eu pendant le mois d'octobre. Donc, Réponse de L.P. Sicard et c'est publié aux éditions Contredire. C'est une collection avec plusieurs auteurs qui réécrivent des contes que l'on connaît, hein, Blanche-Neige, La Petite Sirène, etc. Sauf que c'est en version horrifique. C'est bien écrit ici, moins de 18 ans. Donc vraiment, respectez-le. Et encore une fois, même en étant adulte, et que vous savez que vous êtes sensible et qu'il y a des choses vraiment qui vous gênent, allez-y avec parcimonie. Donc Réponse, une réécriture du conte, évidemment, qui se lit très rapidement. Ça c'est sûr, c'est assez court. Et surtout, la plume est tellement belle que on a beaucoup de mal à s'arrêter. Alors, je lui ai mis 3,5 sur 5. Ce genre horrifique ne me convient pas forcément. Parce que sinon, la plume, je vous en parlerai juste après, mais vraiment est absolument merveilleuse. Si je peux dire ça pour Réponse. Alors, on a certaines scènes d'horreur qui sont vraiment impressionnantes, vraiment terrifiantes. Vraiment gore, parfois même à la limite du supportable. Il y a 3 parties dans ce roman et il y a au moins une grosse scène de ce genre dans chaque partie. La première partie, au début c'est assez long, c'est assez ennuyeux, mais la plume de l'auteur, elle nous captive. C'est ça qui est fort en fait. Elle nous captive malgré la sidération qu'il peut provoquer parce qu'il écrit. Moi je trouve ça extraordinaire. Une fois qu'on a commencé, on n'a pas le choix que de continuer à lire parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer tellement il a réussi à nous capturer. Le début, c'est volontairement long, volontairement ennuyeux, volontairement banal. Ça nous emmène au cours de descriptions de paysages, de descriptions de personnages sans profondeur, d'actions qu'ils vont faire qui n'ont pas grand intérêt. Petit à petit, ils arrivent à nous endormir et du coup à nous capturer aussi insidieusement dans une atmosphère qui est vraiment très particulière et on n'arrive plus à s'en sortir en fait. C'est vraiment magistral, je trouve, la façon dont il a écrit. Il a eu des récompenses, cet auteur, notamment pour de la poésie. On a vraiment envie de lire la suite. C'est très littéraire, hein. Je vais pas vous parler trop de l'histoire, mais Réponse, on comprend très bien ce qui se passe. Je ne veux pas vous spoiler les choses, surtout pas. Mais le final, quand même, j'ai trouvé que c'était hyper impressionnant. Même si on pouvait s'y attendre, on pouvait l'imaginer, en tout cas pour les plus perspicaces d'entre nous, ce qui n'a pas été mon cas. Et même je crois que la toute fin, j'avais pas compris. Avant d'en discuter avec mon amoureux qui l'avait lu, il m'a dit un truc. Et je me suis dit, mais oui, en fait, j'avais pas capté ça. C'est un cercle vicieux, cette histoire. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est une expérience à faire, hein, quand on est adulte, à essayer. Je ne suis pas sûre, je ne pense pas même que j'en lirai d'autres. J'ai quand même découvert la plume de cet auteur, qui, là, pour le coup, elle, vaut le détour. En ce qui concerne la citation, c'est une phrase, à un moment donné, qui dit « La conscience revint à Jacinthe avant ses sensations. Un souvenir vague d'un sous-sol enténébré, du sang s'épandant au sol, et des cris déchirants lui revint à l'esprit. » Voilà, pour vous donner un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce roman. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire si vous connaissez les romans dont je vous ai parlé et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, s'ils vous donnent envie aussi. Et puis encore une fois, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji chat pour penser à Wumpa. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite en attendant la prochaine
prochaine de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!